tous et à toutes et bienvenue dans l'Histoire du Rhum, le podcast. Je m'appelle Mathieu Lange, je suis passionné par l'histoire et la culture du rhum. Depuis plus de 10 ans maintenant, je contribue à la rubrique Histoire et patrimoine du magazine Rhum Porter et je suis également conseiller dans une très célèbre cave à rhum qui possède un site internet et une boutique à Paris. Dans ce 5e épisode, nous allons parler d'orthographe afin de comprendre comment le H est arrivé dans le mot rhum. Pour tout vous avouer, j'avais imaginé faire une sorte d'épisode de Noël plutôt court pour traiter d'une anecdote ayant modifié pour toujours l'orthographe du mot rhum. Mais en réalité, il y a un certain nombre de choses à dire sur cette lettre H. Cet épisode s'intitule « Le H de Rome, la lettre mystère ». Nous commençons par casser justement les fausses anecdotes qui affirment que le H de Rome serait une histoire franco-française et que le H de Rome serait apparu par erreur dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, comme on peut le lire dans certains ouvrages. Eh bien non, le H de Rome n'est pas une histoire uniquement française, et non, il n'est pas non plus arrivé par erreur dans l'encyclopédie. Et si vous voulez une vraie anecdote, sachez qu'au XVIIIe siècle, le mot Rhum, R-H-U-M, existe en français, et qu'il n'a rien à voir avec l'eau de vie de Cannes. Alors malgré le fait objectif qu'il puisse nous manquer ici ou là des liens entre les différentes orthographes des mots que nous allons croiser, je vous propose de retracer le parcours de cette lettre H du mot Rome des contrées de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1670 jusqu'à la publication de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au milieu du XVIIIe siècle. Notre récit commence par un mot que l'on va retrouver tout au long de cet épisode, le mot anglais rumb. R-H-U-M-B. Il s'agit d'un terme polysémique apparu a priori en 1576, signifiant à l'origine losange, puis dans la navigation maritime, une courbe décrite par un navire lorsqu'il coupe tous les méridiens sous le même angle, ou bien ce qu'on appelle un secteur angulaire d'un 32e de la rose des vents, utile à l'expression de la direction du vent. Pour simplifier ce dernier point, le mot rumb sert à désigner la direction d'un des 32 vents que vous pouvez voir sur une rose des vents. Cependant, ce mot que je prononce rumb afin d'en trahir l'orthographe, en réalité, se prononce rom. Le B est muet. C'est toujours le cas aujourd'hui, vous pouvez vérifier, mais c'était également le cas à l'époque, si j'en crois un livre de grammaire anglaise du milieu du XVIIIe siècle, indiquant clairement la non-prononciation du B à la fin de ce mot. Donc en navigation, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il existe un mot qui se prononce rum, en anglais rum. Il existe un autre mot au XVIIe siècle qui se prononce de la même manière. C'est tout simplement le mot rum, R-H-U-M, qui est parfois utilisé en médecine. On le trouve par exemple dans le livre publié par Richard Matthew en 1660, intitulé The Unlearned Alchemist, His Antidote or a More Full and Ample Explanation of the Use, Virtue and Benefit of My Pill. C'est un ouvrage d'alchimie donc et de médecine dans lequel le mot rhum, R-H-U-M, est utilisé plusieurs fois, parfois avec un S pour le pluriel, comme synonyme de mal, de douleur, d'écoulement, synonyme des humeurs comme on utilisait auparavant en médecine. Alors pourquoi vous dis-je cela ? En 1672, un naturaliste, un voyageur anglais, John Joslin, publie une sorte de guide de la Nouvelle-Angleterre, qui est une région au nord-est des 13 colonies futures États-Unis, guide intitulé New England, Rarities Discovered in Birds, Beasts, Fishes, Serpents and Plants of that Country. Il traite dans cet ouvrage de différents aspects de ce territoire, relatifs à la nature, aux animaux, aux villes, avec des considérations économiques, voire de la vie quotidienne. Et au sujet d'une guérison, l'auteur va parler du rhum. Et comment va-t-il écrire le mot rhum ? R-H-U-M. Il n'y a pas de doute sur la définition du mot rhum, puisque l'auteur parle explicitement d'une eau de vie forte tirée de la canne à sucre. Et il utilise par 2 fois cette orthographe. Nous parlions tout à l'heure de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, or ici nous sommes en 1171-1172, soit un siècle quasiment avant. 2 ans plus tard, en 1674, le même John Joslin rédige An Account of 2 Voyages to New England.
Dans cet ouvrage, il écrit, je le traduis, « Plusieurs de mes amis sont venus me dire au revoir, parmi eux le capitaine Thomas Wanerton, qui me but une pinte de Kill Devil, alias rhum, d'une traite. À 6 heures du matin, nous avons levé l'ancre et mis les voiles pour la baie du Massachusetts. » C'est bien entendu donc une traduction ici, mais dans la version originale en anglais, le mot rhum s'écrit là aussi R-H-U-M. Et si on approfondit la lecture de l'ouvrage, il est intéressant de constater que le mot rhum R-H-U-M est utilisé 4 fois et que le mot rhum R-U-M est utilisé une fois pour rappeler l'origine du mot rhum, à savoir rum bullion, et l'auteur parle également du Kill Devil. John Josselyn connaît donc pertinemment l'écriture anglaise RUM qui s'installe progressivement à partir des années 1660-1670 dans le monde anglophone, cohabitant ainsi avec l'appellation Kill Devil, premier nom anglais du rhum qui n'a pas encore disparu à l'époque. Mais pourtant, John Josselyn va, lui, inscrire le H au milieu du mot rhum. Et malheureusement, il est difficile d'expliquer pourquoi. Nous pouvons cependant émettre des hypothèses. La première est celle d'une correspondance orthographique partielle avec le mot rum, désignant la direction des vents dont il a potentiellement entendu parler sur le navire l'acheminant en Nouvelle-Angleterre, et le mot rhum, R-H-U-M, désignant l'eau de vie de Cannes. Il y aurait donc une correspondance partielle entre ces deux mots. Ou bien, autre hypothèse, il existe à l'époque une manière de prononcer le mot rum en Nouvelle-Angleterre qui induirait l'instauration d'un H quasi muet mais pas totalement dans le mot rhum. Mais objectivement, en consultant des amis anglophones, il y a peu de chances que cela soit le cas dans le sens où il n'existe pas de différence de prononciation entre rhum RUM et rhum RHUM en anglais. Autre hypothèse, les historiens en lisant les ouvrages de John Josselyn ayant pu constater qu'il avait des connaissances assez solides en matière de médecine, il aurait donc possiblement repris l'orthographe du mot rhum, signifiant l'humeur au sens médical du terme, pour l'appliquer à l'eau de vie de Cannes. C'est une hypothèse comme une autre. Ou bien, on peut partir de l'idée inverse que dans le Massachusetts, le mot rhum s'écrit déjà avec un H avant l'arrivée de l'auteur John Josselyn, et donc que ce dernier serait revenu en Europe avec cette orthographe, car après tout, les deux ouvrages évoqués ont été publiés à Londres à la fin de la vie de l'auteur. Car disons tout, il n'est pas le seul à son époque à avoir écrit le mot rhum avec un H. On le trouve dans un livre de George Fox, un religieux, l'un des fondateurs du mouvement des Quakers, également présent dans les 13 colonies entre 1671 et 1673. Et George Fox va avoir ce qu'on appelait des disputes religieuses, des débats qui prendront notamment la forme de correspondance. Parmi ces échanges, il y a une lettre de Roger Williams, un théologien gouverneur de Rhode Island en Nouvelle-Angleterre. Celui-ci, dans une lettre de 1672, utilise le mot rhum, R-H-U-M, pour, soit dit en passant, dénoncer le fait que l'on en donne abusivement aux Indiens qui s'abîment avec cette eau de vie. Mais cette lettre ne sera publiée qu'en 1676, donc il y a peu de chances que John Josselyn en ait eu vent auparavant. Et globalement, si on avance dans le temps, on s'aperçoit que dans les actes et lois de la colonie du Massachusetts, située en Nouvelle-Angleterre, le mot rhum RHUM est régulièrement utilisé, au moins à partir des années 1690, pour désigner l'eau de vie de Cannes. Nous parlons ici de documents officiels. On le retrouve également dans l'Histoire ecclésiastique de la Nouvelle-Angleterre publiée en 1702. Il y a donc une installation claire du mot rhum RHUL en Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIe siècle, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À partir de là, cette orthographe va-t-elle sortir de Nouvelle-Angleterre ? En réalité, non. Pas vraiment, dirons-nous. Vous pourrez trouver le mot rhum avec un H dans le récit d'un naufragé, à savoir Philip Ashton, qui est resté 16 mois sur l'île de Roatan dans le golfe du Honduras, mais l'ouvrage a été rédigé par un pasteur du Massachusetts. Vous pourrez également le retrouver dans un ouvrage anglais nommé le Newcastle Courant en 1733, mais quand vous lisez l'article, celui-ci parle de la situation en Nouvelle-Angleterre. C'est encore le cas lorsqu'en 1757, le major général Phineas Liman rédige des ordres durant la guerre de 7 ans contre les Français. Il écrit le mot rhum soit avec un H, soit R-U-M-M, mais ce militaire a fait une partie de sa carrière, vous le devinez, dans le Massachusetts. Donc d'une manière ou d'une autre, les écritures anglophones de rhum R-H-U-M renvoient à la Nouvelle-Angleterre et plus spécifiquement au Massachusetts. Quant au mot
rhum RUM, utilisé pour définir l'eau-de-vie de Cannes, il va s'imposer en dehors du Massachusetts, dans le monde anglophone. Revenons un petit peu en arrière au mot rhum, qui se prononce, vous l'avez compris, RHUM, pour voir ce qu'il devient. Ce mot rum, qui est donc un terme de navigation, va passer dans la langue française avec des orthographes différentes, tout en restant un terme relatif à la direction des vents. Dès 1765, dans un traité d'horlogiographie, le mot rhum RHUMB devient en français rhum RHUM, puisque de toute façon, le B ne se prononce pas. On parle par exemple dans cet ouvrage de rhum du vent ou bien des rhums nord-est et sud-ouest. On retrouve également cette orthographe en 1653 dans un cours de mathématiques contenant divers traités. Mais soyons précis là aussi, que cela soit en français ou en anglais, plusieurs orthographes seront utilisées concernant ce mot, à savoir RHUMB, RHOMB, RHOMBUS, telle une version latinisée, parfois RHUM, voire RUM, c'est-à-dire comme l'eau-de-vie de Cannes. Alors, nous parlons ici beaucoup d'orthographe et je vous propose donc une petite pause pour réviser notre alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Voilà, c'était court mais intense, je vous sens peut-être un peu interrogatif, donc je vous invite à changer de continent pour atterrir dans le sud de la France, à Montpellier, où nous allons rencontrer le docteur Pierre de Camp de Villeneuve. Celui-ci publie en 1753 un ouvrage intitulé « La prévoyance du marinier utile à sa santé » dédié à la Compagnie des Indes. Il s'agit d'un livre expliquant comment améliorer et conserver la santé des marins. Dans cet ouvrage, pour la première fois dans un écrit français, apparaît le mot « rhum » avec un H. Voici l'extrait. Les Anglois font usage d'un mélange de jus de limon et de rhum dont la provision se roit fort bonne. Cette liqueur qui se garde longtemps vaut infiniment mieux que les liqueurs fortes dont on use dans les vaisseaux et ailleurs. En disant cela, il s'inspire des travaux réalisés par les Anglais. Notons que le grog fait son apparition en 1740 dans la Royal Navy et qu'à travers des travaux de médecine comme ceux du physicien James Lint, les Anglais cherchent à lutter notamment contre le scorbut. Mais si on s'attache au mot rhum, James Lint, dans ses ouvrages, écrit le mot rhum à l'anglaise, sans H. Et malheureusement aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'expliquer pourquoi Pierre de Camp de Villeneuve a ajouté un H à Rome dans un écrit en français en 1753. A-t-il eu un lien quelconque avec la Nouvelle-Angleterre? Nous n'en savons rien. Mais à partir de là, il va y avoir petit à petit une cohabitation des deux écritures en français, Rome RUM, c'est-à-dire l'orthographe anglaise qui est majoritaire à l'époque, et de Rome RHUM qui, in fine, va devenir l'écriture française. On retrouve cette écriture ponctuellement dans le journal La Gazette en 1756, en 1764, en 1765, puis arrivent les tomes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert traitant des lettres P, R, S et T en 1765, qui vont faire basculer la situation orthographique du mot. On peut lire ici ou là, nous l'avons dit en introduction, que le H du mot Rome a été inscrit par erreur. Pour cela, on se base sur ce qu'on appelle un renvoi présent dans la notice du mot sucre. Dans un dictionnaire, on utilise un renvoi lorsqu'on souhaite inciter le lecteur à se diriger vers une autre notice, soit pour trouver la définition qu'il cherche, soit pour élargir le sujet. Dans la notice du mot sucre, il y a deux renvois. Un premier qui concerne le mot punch et un second qui concerne le rhum RHUM.
On se dirige donc tout naturellement vers la notice du rhum RHUM et on tombe sur un mot qui n'a strictement rien à voir avec l'eau de vie de Cannes. Car oui, au XVIIIe siècle, en plus des définitions que nous avons évoquées tout à l'heure, le mot rhum existe dans la langue française. Il s'agit d'un mot assez technique, assez compliqué, utilisé dans l'univers du halage, c'est-à-dire la traction de bateaux par animaux. Dans certaines villes ou certains villages, il existe, peut-être en connaissez-vous, des chemins de halage qui longent des rivières et des canaux. Et donc, de ce renvoi erroné, on en a déduit une erreur d'orthographe. Et effectivement, si vous souhaitez connaître la définition du rhum, il faut se rendre à la notice rhum RUM, car au milieu du XVIIIe siècle, l'orthographe anglaise, qui est effectivement passée dans la langue française, est bien l'orthographe majoritaire. Le problème est qu'à la définition du mot punch, pour laquelle il y a aussi un renvoi, l'auteur de la notice a bien écrit RHUM. Et il est évident que c'est volontaire car il a commis cette écriture par 3 fois, et cette orthographe est également présente à la notice Tafia, ce qui est le plus important en réalité puisque Tafia, à l'époque écrit avec 2 F, est le mot utilisé en France pour parler de l'eau de vie de Cannes. Alors pourquoi y a-t-il 2 orthographes ? C'est en réalité très simple. Il y a 2 orthographes parce qu'il y a 2 auteurs. L'auteur de la notice ROM, RUM, qui est par ailleurs l'auteur de la notice esclavage, est Louis de Jaucourt, un important contributeur à l'encyclopédie, alors que les notices sucre, tafia et très probablement punch, on n'en a pas la certitude mais c'est très probable, ont été rédigées par Jean-Baptiste Le Romain, un ingénieur français vivant en Martinique. Je vous laisse, si vous le souhaitez, déduire ou non que c'est un Martiniquais qui a popularisé, dirons-nous, le H dans le mot rhum. Concernant les sources, on sait, car il le dit lui-même dans la notice, que Louis de Jaucourt a eu recours à une source anglaise pour rédiger la notice de Rome. Donc il l'a écrit logiquement à l'anglaise RUM. Malheureusement, nous ne savons rien des sources de Le Romain. Cet ingénieur cartographe a vécu en France, en Martinique donc, et à Grenade avant que celle-ci ne devienne anglaise en 1762. Il rédige 70 notices pour l'encyclopédie, très souvent en lien avec la nature, la géographie et les aliments, que l'on trouvait dans les colonies et que nous trouvons encore dans les territoires ultramarins comme Corosol, Courbaril, Crabier, Dorade des Antilles, Désirade, Frangipanier, Giromont, etc. Enfin, et nous allons terminer l'épisode ainsi, on peut émettre l'hypothèse que c'est la présence de rhum RHUM dans la notice de Tafia, qui était donc le mot français qui désignait le rhum, c'était le mot de référence, qui va propulser cette orthographe, qui effacera en quelques décennies l'orthographe anglaise du mot rhum. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a intéressé, que vous avez appris des choses. La lettre H n'a malheureusement pas encore dévoilé tous ses mystères, mais la recherche continue et nous nous donnons rendez-vous au prochain épisode d'Histoire du Rhum, le podcast. Donc je vous dis à très bientôt.